Eh bien, on voulait vous proposer une séquence qui s'appelle comptabilité verte et performance extra-financière, bientôt la maturité. Alors, des questions, bientôt la maturité, c'est un peu peut-être bateau comme question, mais on le voit bien dans les sujets qu'on a commencé à traiter aujourd'hui. On n'est pas tout à fait à maturité sur un certain nombre de choses. Sur la précédente, non pas sur la précédente, sur celle d'avant, on a vu qu'y compris dans le tissu industriel néo-aquitain, on était encore très concentré sur le cœur d'usine, pas tant que ça sur l'amont, sur l'aval. Et je pense qu'à un moment donné, les sujets de comptabilité verte vont au contraire aussi aller questionner ces frontières en dehors de l'entreprise, mais en tout cas sur son impact. Alors j'ai la chance de vous accueillir. Vous êtes 3 sur cette table. Donc Alexandre Rambaud. Alors j'ai juste mis chaire de comptabilité écologique, mais bon, il faut que je sois un peu plus spécifique quand même, parce que vous n'avez pas que fondé cette chaire de comptabilité écologique, vous êtes aussi maître de conférence à Agro-Paritech CIRED. Vous êtes aussi co-responsable donc, de cette chaire, co-directeur du département économie et société. Vous êtes membre du CA de l'association francophone de comptabilité, membre de la commission climat et finances durables de l'autorité des marchés financiers. Je ne vais peut-être pas tous les faire, mais vous êtes directeur scientifique du CERCES aussi, qui est le cercle des comptables environnementaux et sociaux. Donc on sent bien la volonté quand même que la comptabilité finisse à un moment donné par rejoindre la problématique écologique. Vous allez nous redire ça en détail. Et puis on parlera après avec Stéphane Ouvrard, qui nous fait aussi le plaisir d'être là. Stéphane, vous êtes lié évidemment à Kedge, qui est une école qu'on connaît bien ici, qui est aussi bien connue d'ailleurs des entreprises qu'on accompagne, notamment à travers les dispositifs, je pense aux accélérateurs PME et ETI, puisque Kedge contribue aussi à la formation de ces professionnels, et pas que de ses étudiants. Donc vous êtes aussi professeur de comptabilité, de contrôle et d'audit, et on regira tout à l'heure ensemble. Et puis avec nous, à distance, on a aussi Amélie Poncin, qui est avec nous, de BPI France. Amélie, vous m'entendez? Vous êtes coordinatrice... Oui, très bien. Vous êtes coordinatrice du plan climat pour BPI. Et donc, on reviendra tout à l'heure. Merci d'être déjà avec nous. On pourra boucler la boucle un peu de ces interventions tout à l'heure avec vous. N'hésitez pas, par ailleurs, si vous avez envie, à un moment donné, d'intervenir, évidemment. On sera attentif à tout ça. Mais pour revenir vraiment sur le sujet spécifique de la comptabilité écologique, Alexandre Rambaud, est-ce que vous pouvez nous en donner une forme de définition et nous dire aussi dans quelle mesure demain ça doit être un sujet pour nos entreprises, qu'elles soient PME, ETI ou grands groupes. Je pense que le micro doit être ouvert. Non? Oui, si c'est bon. Alors prenez celui de Stéphane, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors merci beaucoup pour cette invitation et de me donner l'occasion de parler de ce sujet. De façon très basique, la comptabilité écologique, c'est prendre en compte d'une façon ou d'une autre les différents impacts en termes social et environnemental de l'entreprise dans les systèmes comptables. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors déjà, juste un point, c'est que ces réflexions-là ne sont pas des réflexions très très nouvelles. Les premières fois qu'on a commencé à se poser cette question autour de comptabilité écologie, c'était la fin des années 60. Mais par contre, donc on a quand même un recul en termes de compréhension, de développement. Mais par contre, ça fait quelques années, je dirais 4-5 ans, qu'il y a une montée en puissance exponentielle de ces sujets au niveau des États, au niveau de la réglementation, au niveau alors déjà des grandes entreprises, avec une redescente de plus en plus sur des ETI, etc. Mais ça, je vais en reparler tout de suite. Donc c'est un sujet qui monte en puissance d'un point de vue stratégique international. Et c'est un sujet qui commence à toucher de plus en plus d'acteurs. Et à côté de ça, j'aurais tendance à dire, malheureusement, on n'en parle pas assez. Notamment dans la presse, y compris presse spécialisée, alors que voilà, il y a vraiment une lame de fond qui est en train d'arriver par rapport à ça. Donc autour de la comptabilité écologique ou des visions en fait d'écologisation du système comptable, il y a cette idée que la comptabilité c'est vraiment le langage fondamental de l'entreprise, c'est le squelette, la structure fondamentale des modèles d'affaires. Et donc jusqu'à présent, il y avait eu une tendance d'aborder les questions environnementales un peu à la marge. Déjà, donc il y a eu les grands mouvements de la RSE, et c'était des choses qui n'arrivaient pas complètement sur les prises de décision pures et dures.
ou alors on arrivait sur les lignes de production, mais là encore une fois, ça n'arrivait pas à avoir une vision systémique et qui implique très fortement la prise de décision, avec un couplage aussi sur des notions centrales de l'entreprise qui sont le résultat, la richesse, etc., etc. Donc là, il s'agit d'arriver vraiment au cœur et de dire on a passé plein d'étapes et maintenant la question de l'écologisation, de la transformation, voire de la redirection écologique doit arriver exactement, c'est l'expression dédiée, au cœur du réacteur qui est la comptabilité. Donc c'est ce sujet-là qui est au cœur donc de l'enjeu de la comptabilité écologique. Et derrière, il y a la notion de comment on réanalyse aussi le fonctionnement d'une entreprise. Donc quand on va changer les systèmes comptables, on va avoir un autre regard sur la façon dont fonctionne une entreprise. Et donc c'est là où on va pouvoir vraiment structurer une vraie performance extra-financière et même globale. On va avoir une vraie articulation entre ce qui se passe donc, dans l'entreprise à partir de tous les flux, qu'ils soient financiers, les flux en termes d'usage de l'écosystème, en termes d'impact d'écosystème, en termes d'usages sociaux, etc. etc. Donc voilà l'enjeu global de la comptabilité, on va dire verte, écologique. Et justement, par rapport à ça, je disais, il y a une montée en puissance au niveau international. Parce que d'un côté, l'Union européenne est en train actuellement de statuer sur une réglementation qui va être applicable à partir de 2024 sur des normes extra-financières, donc des normes de reporting qui s'appellent CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la directive sur le reporting de durabilité des entreprises, qui va s'appliquer en 2024 à des très grandes entreprises, 2025 à des très grandes entreprises aussi, et 2026, on entre dans les PME cotées. Donc en 2026, tout ça, ça passe sur les PME cotées. Et l'ambition, et c'est vraiment la direction qui est en train d'être prise, c'est que, je dirais, d'ici 2030, on commence à taper dans les grosses PME et qu'on redescende progressivement. Donc c'est un sujet, encore une fois, qui va toucher réellement, progressivement, toutes les entreprises à terme. Et il faut se mettre en ordre de marche. À côté de ça, il y a aussi des mouvements au niveau international, côté pays anglo-saxons, qui sont en train aussi de proposer des choses. Et pour terminer un peu ce survol, l'enjeu qui est derrière, c'est ni plus ni moins de restructurer, donc, comme je disais, le langage de l'entreprise, mais justement en posant les questions de fond qui sont où est-ce qu'on veut aller donc, au niveau même de la conception de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on veut faire en sorte que l'entreprise soit axé sur un projet collectif, ou est-ce qu'on veut concevoir l'entreprise comme étant simplement, entre guillemets, un projet d'investissement qui doit être rentabilisé, optimisé à fond, premièrement. Est-ce que, d'un autre côté, on va avoir une conception de l'écologie sous un angle très utilitaire, c'est-à-dire en termes de... on va intégrer les enjeux naturels, par exemple, en termes de quels sont les bénéfices que la nature peut apporter aux entreprises. Ou est-ce qu'on va avoir une vision plus systémique en disant la nature, on doit s'en préoccuper en soi, et donc on doit prendre en compte vraiment une vision écologique de la préservation des écosystèmes, par exemple. Alors, c'est juste pour poser un certain nombre de points qui sont en débat à l'international. L'Union européenne a fait un choix. Le choix de l'Union européenne, c'est de dire les entreprises doivent exister en termes de projets collectifs, et on doit avoir un enjeu réel de préservation sur base scientifique des écosystèmes, par exemple. Et des êtres humains, d'ailleurs, aussi, puisque c'est pris dans les règlements. Et donc, c'est ça qui est en train de déterminer donc, la position européenne. Et à partir de ça, ça va aussi, parce que c'est dans le package, reconditionner la façon dont les entreprises vont aller chercher des financements. C'est-à-dire que progressivement, il va être demandé, et ça va être la comptabilité va structurer ça, demander d'avoir des performances basées sur les comptabilités extra-financières qui soient à un certain niveau pour pouvoir aller chercher du financement, mais qui permettra aussi d'avoir un meilleur dialogue avec les investisseurs pour montrer ce qui est fait, montrer ce que l'on peut faire, montrer les trajectoires sur des bases qui soient beaucoup plus claires, objectivées et articulées sur l'intégralité en fait, du système de l'entreprise. Voilà pour poser un peu les choses.
aujourd'hui, vous dites, l'idée d'aller jusqu'à 2030 et petit à petit, comme ça, de gagner les PME. Est-ce que c'est un mouvement où, y compris le monde de la comptabilité, des experts comptables, est déjà en route là-dessus? Ou est-ce que, comme on a pu le voir sur des sujets, je ne sais pas, y compris sur la transformation digitale, par exemple, à une époque, on est en effet dans quelque chose où on est vraiment très en attente encore et on va regarder ça un peu de loin, ou vous sentez une dynamique qui fait que clairement ça rentre, avant même que la réglementation l'oblige? Ouais. Je commence. Alors, on en parlait en fait juste avant. Donc, justement. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour être le plus objectif possible. Alors, le Conseil national de l'ordre des experts comptables a fondé maintenant, c'était en 99 si je ne me trompe pas, mais un club qui s'appelle le Club Développement Durable, qui montre qu'il y a vraiment il y a une prise de conscience, et même, il faut savoir, la France est très en avance sur ces questions-là, mais vraiment très en avance. La première fois que l'ordre des experts comptables a sorti un rapport sur ces questions, c'est 96. Et la première fois que l'autorité des normes comptables a sorti un rapport, c'était aussi 96. Et en pensant à un plan comptable vert. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, il n'en reste pas moins que ça reste quand même quelques personnes très très concernées. Donc il y a une petite poche d'experts comptables, mais réels, qui sont vraiment impliqués, qui essayent d'avancer. Après, il y a un grand mouvement encore à faire pour impliquer la profession. Et notamment, ce qui est un peu malheureux, c'est que quand une entreprise s'adresse actuellement à une experte ou expert comptable en disant j'aimerais changer ma comptabilité, comment est-ce que je peux compter autrement, comment je peux représenter autrement, la réponse n'est pas forcément directement savoir quoi faire. Et voilà, ça c'est un problème. Alors ça tombe bien parce que je suis un ancien expert comptable et je suis optimiste et positif. Donc je rejoins Alexandre sur tout ce qu'il a dit, sur le caractère structurant de la comptabilité socio-environnementale. Il y a des initiatives qui sont prises. Par exemple, il y a une association qui s'appelle le CERCES qui regroupe tous les comptables sociaux environnementaux. Donc il y a des initiatives, mais le problème, il est plus profond. C'est que ce que les entreprises vont devoir faire, c'est passer d'une performance purement financière à une performance globale et durable. Autrement dit, aujourd'hui, si vous voulez, on regarde sous le lampadaire l'EBITDA, ou vous l'appelez comme vous voulez, le BE, le résultat d'exploitation. Mais il ne faut pas regarder sous le lampadaire, il faut regarder dans la haie, il faut regarder autre chose que l'EBITDA, en gros. Il faut regarder peut-être les émissions de CO2, il faut peut-être regarder les impacts sur la biodiversité. Donc, si vous voulez, le gros problème, c'est un changement de métrique et c'est un changement d'horizon. Les outils de gestion aujourd'hui dans les entreprises, et on le voit par rapport aux enjeux de transition écologique et énergétique, et j'ai envie de dire de transition écologique et sociale aussi, avec le problème de grandes démissions. J'étais aux États-Unis il y a 2 semaines, on le voit partout, on cherche du personnel partout. Que ce soit dans les services, dans les boulangeries, dans les supermarchés. Donc aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus profond. Comment passer d'une logique purement financière à une logique globale où l'horizon n'est pas court, mais long? Or aujourd'hui, quand vous calculez la rentabilité d'un investissement, vous prenez le TRI, vous prenez la valeur actuelle nette, vous prenez le délai de récupération des capitaux investis, mais en fait, vous ne tenez pas compte des impacts sociétaux. Et vous pouvez très bien privilégier un projet, un CAPEX, qui va faire du mal à la planète parce qu'il atteint le TRI, parce qu'il atteint le coût du capital. Ce qu'attendent les parties prenantes qui prennent les risques financiers. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les créanciers résiduels, ce sont les actionnaires. Or, on s'aperçoit que les salariés, c'est aussi des créanciers résiduels, parce qu'il n'y a pas de salariés, il n'y a plus d'entreprise. Je suis un peu brutal, mais je pense profondément ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut changer d'outil de gestion. Regardez aujourd'hui comment on évalue une entreprise. On utilise des méthodes comme le DCF, les Discounted Cash Flow. Tout repose sur le coût du capital. Et tout ce qu'on regarde, c'est tout ce qu'il faut pas. On ne regarde pas tout ce qui est invisible, tout le capital immatériel. Aujourd'hui, je connais des évaluateurs qui réfléchissent à des méthodes patrimoniales évoluées où on va donner de la valeur à tout ce qui est invisible. Le capital humain, le capital relationnel, la façon dont vous entretenez des bonnes relations avec vos clients, et le capital structurel, la façon dont vous pilotez la donnée dans l'entreprise. Donc vous voyez, c'est un petit peu un changement très profond, j'ai envie de dire un peu philosophique,
Et comme le disait Alexandre, parce qu'on se connaît, on a l'habitude d'échanger ensemble sur ce sujet, la nature, on l'a toujours considérée comme un actif qu'on consomme. Demain, ça doit être une ressource qu'on préserve. Et donc, c'est un peu philosophique ce que je suis en train de dire, mais ça nous questionne sur notre rapport à la nature. Et donc, comme on a été formé aux chiffres, tout ce qui est important pour nous, c'est le chiffre. Or, si vous vous souvenez de la formule d'Einstein, ce qui est important, c'est ce qu'on ne peut pas compter, justement. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on prenne une réaction côté BPI, parce que justement, BPI soutient aussi les entreprises financièrement, et donc vous êtes peut-être aussi, vous, un bon exemple. Vous avez des coques roses à la French Tech, on avait des coques bleues sur l'industrie, et maintenant vous avez des coques verts à BPI. J'imagine que c'est bien un signe aussi sur la façon de souhaiter d'intégrer ces problématiques dans le financement et dans le développement des entreprises à moyen ou long terme. Alors effectivement, la basse-cour s'est agrandie. On peut monter un peu le volume. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien, c'est bon. Ouais. Effectivement, la basse-cour s'est agrandie. On a une communauté qui s'appelle la communauté du coq vert, qui regroupe des entreprises engagées dans la transition. Donc ce sont des entreprises qui sont volontaires et qu'on cherche à tirer encore plus dans la transition par des outils d'accompagnement et de financement. Très important de commencer par l'accompagnement parce que ce sont des sujets extrêmement techniques. Le chef d'entreprise ne peut pas être bon partout. Il doit se faire accompagner. Et chez BPI France, notre leitmotiv pour le plan climat, c'est de casser la solitude des chefs d'entreprise face à des sujets qui peuvent les dépasser, sur lesquels ils ne sont pas toujours formés. Ils sont parfois informés, mais pas toujours formés. Et donc, on souhaite rendre disponible et accessible l'accompagnement, l'accès à des experts pour faire un bilan carbone, pour analyser ses flux de matière, d'énergie, d'eau, retravailler sa stratégie et son business model pour le rendre compatible dans un monde post-carbone. Et tout ça, on le fait avec le soutien de l'ADEME, qui nous permet de rendre plus accessibles les dispositifs. Et pour rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que c'était très intéressant, je pense que nous, au niveau BPI France, on peut témoigner du fait que l'on intègre de plus en plus dans notre analyse la notion de maturité en matière d'impact climat. C'est-à-dire que quand on fait désormais un dossier de financement, quand on étudie une demande d'investissement et que l'entreprise cherche un financement, on va s'entretenir avec elle sur son degré de maturité en matière de transition. On va lui poser différentes questions sur sa gouvernance, sur le fait que sa direction soit formée, que ses collaborateurs soient formés aux enjeux climatiques. On va lui demander si elle suit des indicateurs, si elle a mis en place des actions techniques, si elle a engagé la discussion avec ses parties prenantes, comment elle gère sa chaîne de valeur, est-ce qu'elle a des investissements à venir pour accélérer sa transition, et enfin, est-ce qu'elle a travaillé sur son business model pour le rendre compatible avec des enjeux de transition. Et on va intégrer cette dans notre appréciation du risque. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'une entreprise qui ne se sera pas posé ces questions et qui n'aura pas pris le virage de la transition porte des risques. Elle porte des risques de changement de mode de consommation, elle prend le risque de se prendre un mur réglementaire, elle prend le risque aussi de justement avoir des problématiques de marque employeur et de garder ses collaborateurs motivés au sein d'une entreprise qui a du sens. Voilà, donc de plus en plus, ces entreprises, on cherche à les tirer vers le haut dans la transition parce que ces entretiens que l'on mène, c'est pas que pour leur dire « Zut, vous n'êtes pas en transition, merci, au revoir, il n'y a pas de suite ». Contre les chercher, et plus elles sont au démarrage, j'allais dire, plus bas, et plus on va leur proposer des dispositifs pour prendre la transition, pour ne pas les laisser sur le bord de la route. Donc ça veut dire une entreprise qui doit en effet engager une transition parce que sinon ça veut dire qu'elle est clairement en situation de risque. Est-ce que, si j'ai bien compris sur la comptabilité verte, Alexandre Rambaud, ça veut dire aussi que l'entreprise doit intégrer justement aussi une dimension de risque sur le bien commun, j'allais dire, et qu'elle doit prendre d'une certaine manière sa part de responsabilité et prendre cette part en fait de risque qu'il y a sur la nature, comme l'évoquait Stéphane Auvrin. Oui, alors ça c'est un point extrêmement important dans le débat et qui là aussi a fait l'objet d'une position très ferme de l'Union européenne. Et d'ailleurs l'Union européenne par rapport à ça est très en avance justement à ce niveau-là, au niveau international. C'est alors ce qu'on appelle d'un point de vue technique l'enjeu de la double matérialité,
qui alors vraiment est un des grands points chauds actuels du débat sur ces questions-là, et qui est même un conflit larvé entre l'Union européenne et un certain nombre de pays internationaux, notamment anglo-saxons. L'idée, c'est de dire que soit on considère que la comptabilité extra-financière ne doit prendre en compte que les impacts sur le modèle d'affaires, les impacts sociétaux sur le modèle d'affaires, donc raisonner sur un angle risque-opportunité sur le modèle d'affaires, soit on dit qu'elle doit prendre en compte ça, donc en quoi, par exemple, le changement climatique affecte l'évolution du modèle d'affaires, mais elle doit prendre aussi en compte, dans son comptabilité extra-financière, en quoi le modèle d'affaires affecte l'environnement. Ah, ça va. Non. Peut-être qu'on coupe un des micros. Ça va là? Oui. Donc en quoi le modèle d'affaires... Non, je pense qu'on va essayer de changer de micro, si c'est le vote qui fait ça. On va voir. Ah, voilà. Donc en quoi le modèle d'affaires a un impact, positif ou négatif, sur l'environnement naturel et social. Et du coup, donc, la position de l'Union européenne, c'est de dire qu'on ne peut pas avancer sur les questions de durabilité si on ne prend pas les deux en compte. Donc à la fois les impacts sur l'entreprise, mais les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut démontrer que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement une tendance à dire, oui, mais si on prend les impacts sur l'entreprise uniquement, en fait, par des enjeux de risque réputationnel ou des choses comme ça, on va aussi prendre les impacts qu'on a sur l'environnement. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, on peut démontrer que non, ce n'est pas suffisant. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment la position de l'Union européenne, et ça va, c'est une réglementation qui est passée, et ça va conditionner tout ce qui va se faire en termes de comptabilité et de finance, donc lié au financement, en termes de durabilité. Est-ce que, tout à l'heure on parlait des méthodes aussi que vous avez mis en œuvre en termes de comptabilité, c'est peut-être moi en fait qui fait ça, voilà, on va le mettre comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des exemples peut-être d'acteurs qui se sont lancés, peut-être même des acteurs d'ailleurs néo-aquitains qui se sont lancés? Parce que j'en ai compris aussi qu'il y a dans la chaire, par exemple, on a un acteur ici qui est Vertigolab, qui fait partie à la fois de vos mécènes, mais j'imagine aussi, ce serait super qu'on puisse régler cette problématique de son, qu'on puisse continuer ce débat passionnant. Donc oui, savoir aussi comment du coup c'est en train de s'organiser, c'est-à-dire à la fois, si vous avez des exemples en effet d'entreprises, d'ETI, parce que c'est en effet plus simple et que les obligations sont pour l'instant plutôt sur elles que sur les scopes et des PME qui vont suivre derrière et qu'il faudra accompagner. Voilà, et comment ça se traduit aujourd'hui? Donc je pense en effet à des cabinets comme Vertigolab qui sont présents aujourd'hui, mais on avait, quand on a préparé cet échange aussi, peut-être la possibilité de parler d'acteurs qui sont présents en Nouvelle-Aquitaine aussi, qui s'engagent là-dedans, parce que ça c'est aussi la chose la plus concrète, hein, que les gens comprennent qu'il y a des pairs qui sont évidemment en train de se lancer dedans. Oui, complètement. Alors, justement, au-delà donc d'un aspect théorique et aussi fondé sur la science, donc qu'on travaille dans la chaire, on a eu à cœur sur un couplage justement entre scientifiques et praticiens d'horizons divers, hein, c'est-à-dire côté expertise comptable, mais aussi côté gestion, côté direction d'entreprise, enfin vraiment praticiens divers et variés, de mettre en place justement une méthodologie de comptabilité extra-financière qui soit alignée sur les attentes scientifiques, donc vraiment en permanence alignée dessus, alignée sur ce qui se fait au niveau européen, et alignée en fait sur la façon de comprendre en fait la gestion d'une entreprise dans la vie de tous les jours. Alors ce dispositif, on lui a donné un nom, ça s'appelle le modèle CARE, qui en bon français veut dire Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, c'est-à-dire la comptabilité intégrée dans le respect de l'écologie, des sciences écologiques. Et donc dans ce cadre-là, donc on travaille avec aussi le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux dont on a parlé, qui fédère justement les professionnels, les ONG aussi, parce qu'on travaille avec beaucoup d'ONG, et les individus qui sont intéressés par ces approches. Donc actuellement, on est à peu près en termes soit d'expérimentation plus côté recherche, soit de mission vraiment de terrain où on accompagne les entreprises, on en a à peu près une trentaine d'expérimentations diverses et variées. Au niveau donc, de la Nouvelle-Aquitaine, donc effectivement, on a le cabinet Vertigolab qui là donc est mécène de la chaire, accompagne voilà, et dans la réflexion très largement et depuis longtemps maintenant.
On a des acteurs, pour citer quelques noms, on a un acteur qui là aussi est très proche de ce que l'on fait, qui est dans les boucles, qui s'appelle Oxao, qui est spécialisé dans des problématiques de remise en état en termes de biodiversité. On avait aussi commencé, d'ailleurs, là aussi on en parlait avec les Vignons de Buzet. Voilà, donc on a des acteurs comme ça. Donc c'est pas réservé uniquement pour les grandes entreprises. En fait, on travaille à toutes les échelles. On a des très grandes entreprises, des multinationales, jusqu'à des TPE de 2 personnes. On a fait des expérimentations. Alors, de plus en plus aussi, on va proposer d'avoir une réflexion un peu en écosystème, parce que c'est vraiment un point essentiel, c'est que tout ça ne peut pas se faire seul. C'est impossible de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a des nécessités d'avoir un accompagnement, de se regrouper, d'avoir des échanges. Et comme il a été dit justement avant, par exemple, les chefs d'entreprise ne sont pas obligatoirement formés à ça, et c'est normal. Mais par contre, d'avoir un accompagnement et de ne pas le faire seul. Et donc, mais c'est en tout cas faisable à toutes les échelles possibles. Tout à l'heure, on a eu une intervention aussi de Grégory Richard d'OPO, qui prône des sujets liés à l'industrie circulaire et à la façon de rentrer de la circularité dans les modèles économiques des entreprises et des industries. J'en comprends quand même que l'entreprise qui est passée par ce stade-là est évidemment forcément une entreprise qui sera plus à même ensuite d'utiliser ces outils-là, de développer ces méthodes, parce que à un moment donné, il faut que ça colle en effet avec une évolution et une transition déjà engagée par l'entreprise. En fait, c'est exactement ça. C'est le business model est structurant au départ. Si le chef d'entreprise y croit, il entraînera toutes ses équipes. C'était l'exemple qui était donné tout à l'heure avec Decathlon, vers Decathlon qui vendait des produits qui va vers une économie servicielle en Belgique. Et c'est exactement ça. Bon, il se trouve qu'on connaît effectivement les mêmes acteurs qu'Alexandre sur l'Aquitaine, Vertigolab et Vignerons de Buzet. Et on s'aperçoit que les gens qui sont partis dans cette démarche y croient vraiment. Et c'est quand il y a cette dimension stratégique, il y a un alignement autour des outils de pilotage vers cette fameuse performance globale. Mais l'essentiel au départ, c'est de bien identifier la vision stratégique et le business model du dirigeant. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et c'est là où est le problème, parce que j'ai regardé une étude justement de BPI France qui a été faite en 2020 et qui disait que cette étude, quand on a interrogé les chefs d'entreprise, des dirigeants de PME et d'ETI en leur disant « Qu'est-ce que vous intégrez en priorité dans votre stratégie ?» Et l'impact environnemental ne faisait pas partie des priorités. C'était 28%. La priorité pour les chefs d'entreprise, c'était d'abord la pression réglementaire. Autrement dit, on ira quand il faudra y aller. Mais on n'ira pas tant que la loi, le couperet sera tombé. Sauf que le couperet, il arrive de plus en plus. Comme disait Alexandre, la CSRD va s'intéresser à toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, les seuils pour les entreprises non cotées ne sont pas énormes. C'est 20 millions de total de bilan, 40 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés. Il faut que 2 de ces seuils soient dépassés. Mais vous allez, dans les années qui viennent, les mailles du filet vont se resserrer. Donc autant anticiper et autant, comme vous le disiez, aider les chefs d'entreprise à affiner leur modèle d'affaires. Donc ça, c'est essentiel. Derrière, il y a aussi une composante qui peut peut-être aider cette transition, c'est la tension sur l'emploi. Ça, c'est important. Et nous, on le voit dans l'école de commerce où j'enseigne à Kedge, c'est que les jeunes diplômés, c'est pareil, j'imagine à AgroParisTech, cherchent du sens. Et aujourd'hui, ils veulent rentrer dans des entreprises où le dirigeant a une vision sociétale. Aujourd'hui, le diplômé, il n'attend pas que le salaire. Il attend surtout de donner du sens à son travail, faire des choses utiles pour la planète. Et donc, à mon avis, ça va se faire naturellement. Il n'y a plus trop le choix, en gros. Et quand je commence les cours, quand je fais la formation continue, pour capter l'attention des chefs d'entreprise, je leur dis, aujourd'hui, si vous investissez dans votre système d'information, si vous investissez dans le capital humain, si vous investissez dans la relation avec vos clients, demain, votre entreprise, elle vaudra plus cher. Je ne sais pas pourquoi ils m'écoutent.
Amélie, vous voulez réagir peut-être à distance? On a parlé aussi d'une étude de BPI justement sur la capacité ou pas à intégrer ces problématiques. Et quand on préparait la table, vous aviez évoqué aussi le fait que, parce que vous disiez un peu Stéphane, hein, c'est-à-dire que plus on tarde, plus le mur, on le voit trop tard, hein, et que donc aussi dans la capacité des entreprises à avoir su voir venir et donc se faire accompagner, c'est un sujet essentiel. Ça sera un des critères importants de financement. Absolument. Alors peut-être pour rebondir effectivement sur l'étude qui est mentionnée, déjà, si vous voulez, cette étude, elle nous apprend plusieurs choses. D'abord, il y a à peu près 80-85% des dirigeants qu'on a interrogés qui nous disent « Ah oui, oui, en effet, le changement climatique appelle à une réaction d'urgence ». En revanche, quand on regarde les entreprises qui ont mis en place un plan d'action, on tombe à 1 sur 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les 80% qui en ont conscience et les 30% qui ont mis en place un plan d'action? En fait, il y a 3 freins qui sont mis en avant. Le premier, c'est un manque de moyens financiers. Le deuxième, c'est l'absence de technologie. Alors, c'est vrai que les dirigeants sont très technophiles dans leur approche, donc ça se ressent dans l'étude. Et puis le troisième, c'est le manque de reconnaissance client, ou plus exactement la difficulté à répercuter finalement le coût d'un investissement de transition dans son prix de vente de son produit ou de son service. Ce qu'on observe également dans cette étude, c'est que finalement, plus le dirigeant il est informé, voire je dirais même formé, plus il intègre le climat dans sa stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y voit des opportunités. En fait, c'est ça qui est très flagrant dans l'étude, c'est que les entreprises qui sont précurseurs en matière de transition, elles ont renversé, elles ont retourné la crêpe. Alors, je suis bretonne, c'est pour ça que je prends l'allusion à la crêpe, mais elles ont vraiment changé de paradigme en se disant, mais finalement, c'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a des contraintes très fortes qui vont s'exercer, mais il y a aussi un champ des possibles énorme pour aller sur les métiers d'avenir, de demain, et ça offre des opportunités de marché très fortes. Ça offre l'occasion d'avoir une entreprise qui a du sens, qui garde ses collaborateurs. On en a beaucoup parlé de la marque employeur. Bref, qui change de paire de lunettes et qui se projette dans un monde avec un réchauffement limité à 1,5 degré et un monde post-carbone. Et ça offre énormément d'opportunités business. Par les climats, c'est par les business. Et nous, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer. Et c'est très flagrant dans les études qu'on a pu mener auprès d'entreprises qui étaient précurseurs en la matière. Alexandre, est-ce que alors parler comptabilité écologique, c'est parler business aussi avec les entreprises? C'est parler business, oui. C'est parler en fait. Ce que j'aime énormément avec la comptabilité, c'est que c'est à la rencontre vraiment exacte entre des problématiques extrêmement terrain, des problématiques donc, auxquelles sont confrontés dans la vie de tous les jours, des questionnements auxquels sont confrontés dans la vie de tous les jours les chefs d'entreprise, les opérationnels, etc. Et derrière, des questions beaucoup plus philosophiques du où on va et dans quel monde on s'inscrit. Mais ce n'est pas que de maintenant, c'est de façon générale. La comptabilité, c'est politique, c'est fondamentalement politique. Le choix des normes comptables, tout ça conditionne en fait l'orientation des entreprises. Et justement, la question de voir des opportunités, de voir les choses d'une certaine façon, change littéralement en fait avec la modification des normes comptables. Ça, on le sait historiquement. Ça a été d'ailleurs, les États en ont énormément joué historiquement, encore une fois. Donc, à partir du moment où vous voyez en fait quelque chose d'une autre façon, vous allez avoir un univers qui va s'ouvrir. Mais tant qu'on ne le voit pas justement de cette façon-là, il n'y a aucun univers qui s'ouvre. Et c'est bien ça l'enjeu de la comptabilité socio-environnementale. En fait, la problématique, c'est une problématique de gestion de dualité de mission. Une mission, une pérennité économique, parce que le modèle économique n'est viable que si l'entreprise gagne de l'argent, et la mission sociétale, avec les indicateurs ESG. Et pour pouvoir boucler la boucle, le chef d'entreprise doit avoir des outils adaptés, sachant que dans la PME, on a aussi des moyens limités. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des outils trop chers ou trop compliqués. Et il faut que ces outils, que les salariés de l'entreprise s'emparent de ces outils. Il ne faut pas leur imposer, pour les embarquer également, d'où le leadership du dirigeant. Aujourd'hui, nous, on travaille sur ça. On vient de gagner un appel à projet de l'autorité des normes comptables françaises et on travaille sur le reporting de durabilité en PME. Donc, on va aller interroger une trentaine de chefs d'entreprise
de la région de la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, je lance un appel pour celles et ceux qui sont volontaires. Ça sera un plaisir de vous rencontrer. Et on va essayer de voir quels sont les facteurs d'incitation à adopter ce reporting de durabilité ou les facteurs de blocage. Et dans un deuxième temps, on va voir comment on s'y prend. Est-ce qu'on sous-traite à un consultant, un expert comptable, ou est-ce qu'on le fait soi-même et comment on s'y prend? Parce que dans la PME, concrètement, on n'a pas toujours un directeur financier, on a un chef comptable, mais on n'a pas les moyens d'avoir un directeur de la RSE comme dans un groupe coté. Donc comment on s'y prend concrètement et comment on embarque les équipes? Donc ça, c'est un projet qui va nous prendre 3 ans. Et pendant 3 ans, on va naviguer dans des PME pour aider l'autorité des normes comptables et pour produire des rapports et essayer de trouver des outils simples, adaptés, pertinents et facilement utilisables. C'est intéressant que vous disiez simple parce que entre tout à l'heure la présentation de Grégory Richat sur l'industrie circulaire, ce que vous évoquez aujourd'hui en termes de pilotage, ce que Amélie dit demain sur le financement, on a l'impression qu'à la fois on est dans un monde de plus en plus incertain. Le digital a fait bousculer les frontières entre le privé et le professionnel. Là, l'environnemental bouscule les frontières entre les valeurs et le monde strictement économique, on va dire. Et donc, j'en comprends que ça se complexifie sacrément pour le chef d'entreprise, encore plus peut-être pour celui, en effet, de la PME. Donc, pas facile de faire passer le sujet. On les remercie d'ailleurs, notre public qui suit attentivement les échanges. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une complexification très importante. Ça implique de penser en écosystème de manière générale, ou je crois que c'était métabolique qu'évoquait tout à l'heure Grégory Richat. Voilà, on est dans quelque chose qui demande quand même une appréciation, en effet, à la fois d'un dirigeant et d'une structuration d'équipe qui nécessite des super spécialistes partout, quoi. Oui, mais quelque part, c'est enthousiasmant parce que ça demande de l'intelligence collective, de l'innovation, des facteurs de différenciation, comme disait, je ne me souviens plus de son prénom, de la personne Amélie. Effectivement, si le chef d'entreprise s'empare de cette opportunité, il peut en faire une force et utiliser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui comme un moyen de se différencier par rapport aux concurrents. Donc, il y a aussi des opportunités. D'ailleurs, quand on enseigne ce qui se passe auprès des étudiants, on ne veut pas du tout être anxiogène. Et on enseigne les changements par l'innovation. C'était la discussion qu'on avait par rapport au digital également à une époque. Donc voilà, non, je pense que ça peut être positif également. Amélie, vous vouliez réagir ? Oui, effectivement, en fait, ce qu'on peut noter sur la position du chef d'entreprise, et ce qui est toujours très délicat, c'est qu'on a encore des entreprises qui nous disent, alors non pas qu'elles ne sont pas concernées, mais qu'elles sont prises dans des injonctions. C'est-à-dire, oui, mais moi, les fournisseurs, voilà, les technologies ne sont pas matures, donc c'est difficile de transitionner. Ou à l'inverse, oui, mais moi, mon client, il me demande ça, donc je réponds, etc. Et en fait, ça, c'est le triangle de l'inaction. C'est la parfaite illustration du triangle de l'inaction. Et c'est ce qui est très difficile dans le climat, c'est qu'il faut le dépasser. Et en fait, ce qu'on essaye de pousser les chefs d'entreprise à faire, c'est d'être force de proposition. Quand ils répondent à un appel d'offres, que ce soit privé, public, etc., par exemple, une entreprise du bâtiment, elle peut proposer 2 choses. Elle peut proposer un devis sans biosourcé et un devis avec matériaux biosourcés. Elle ne sera peut-être pas retenue tout de suite sur le matériau biosourcé, mais elle aura planté une graine auprès de son donneur d'ordre en disant « Vous avez vu, je sais faire ça. Quand vous serez prêt, moi, je suis prêt aussi. » Et hop, c'est comme ça qu'on va enclencher les choses. Et ça, on apprend beaucoup en psychologie quand on fait de la transition avec les entreprises, c'est qu'on se rend compte que des fois, les chefs d'entreprise peuvent se mettre des barrières parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, pas formés, ou tout simplement qu'ils ne se sentent pas concernés, alors qu'en fait, ils sont au cœur du sujet. Et plus les entreprises vont s'embarquer, plus on va réussir progressivement à transitionner dans les secteurs. J'ai peut-être le temps file, mais j'aurais peut-être une dernière question. C'est de questionner, on a beaucoup questionné ça à l'échelle du dirigeant et de l'entreprise. Est-ce que ces problématiques, on peut les questionner davantage aussi à l'échelle des filières? Parce que on l'évoque tout à l'heure, d'avoir forcément une réflexion plus poussée sur l'amont, sur l'aval, sur différents niveaux de scope. Donc à un moment donné, ça veut dire que cette problématique de comptabilité, elle va questionner à un moment donné la filière entière, ou en tout cas une chaîne de valeur dans son intégralité. Est-ce qu'il y a des actions dans ce sens ? Particulièrement peut-être certaines filières plus concernées que d'autres. Pour rebondir par rapport à votre question, l'étude de BPI France de 2020, la filière qui était le plus avancée dans l'intégration des impacts environnementaux dans la stratégie, c'est l'agriculture. Donc c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus concernés aujourd'hui que d'autres pour différentes raisons.
on s'aperçoit que dans tous les secteurs d'activité, les services aussi avancent très vite. Et c'est vrai que pour l'industrie, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais également, le mouvement est pris. Ce que je voulais dire ici, c'est que les financiers changent, mais il faut qu'ils changent davantage. C'est-à-dire que tant que le financier il aura une vision court terme de rentabilité, d'optimisation de la rentabilité économique du ROE, ça bloquera. Aujourd'hui, il y a quand même des facteurs d'optimisme. On voit des fonds à impact qui rentrent de plus en plus dans le capital d'ETI ou de PME qui comprennent le business model. C'est lent, mais ça commence à arriver. Voilà, donc il y a des facteurs d'optimisme qui font que tout va changer. Très bien. Alexandre ? Oui, non, sur la question filière, oui, complètement. Alors déjà, au passage, si je reviens sur la réglementation à venir européenne, il y a toute une partie sectorielle avec des problématiques justement spécifiques sur certains secteurs et donc prendre en compte vraiment les spécificités sectorielles et d'avoir une réflexion donc aussi secteur et chaîne de valeur. Donc ça, c'est fondamental. Et là-dessus, ça me permet de dire aussi que le travail, alors notamment par exemple ce qu'on fait au sein de la chaire, mais de façon beaucoup plus globale, est aussi articulé avec les enjeux de comptabilité nationale. C'est-à-dire que la société, l'État change aussi, est en train d'évoluer sur sa façon lui-même de compter la richesse, de compter tout un tas de choses. Et donc cette modification qui est en train de s'opérer, est une modification sur l'articulation même entre la comptabilité de l'entreprise, qui va donc aller sur une comptabilité de plus en plus extra-financière, et une comptabilité nationale aussi qui va prendre en compte ça, donc avec une évolution notamment de la notion de PIB. Écoutez, le temps a filé. Je pense qu'on a déjà bien avancé. Vous avez apporté plein d'éclairages. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ce sujet qui peut paraître, j'imagine, pour certains assez technique, mais qui semble vraiment fondamental et qui peut faire bouger les lignes. Merci beaucoup aussi à Amélie à distance d'avoir contribué via BPI, avec qui on a des liens sur les accélérateurs et tout. Donc merci beaucoup pour vos contributions. On a fait qu'effleurer ça. Tout ça peut continuer. On sera très attentif à l'étude. Si vous voulez des néo-aquitains, on peut peut-être aussi vous aider là-dessus. Et puis on suivra ça avec attention, y compris vos travaux. J'espère qu'un jour, y compris avec Vertigolab, on pourra penser un certain nombre de choses, peut-être présenter plus largement aussi les différentes méthodes. J'en profite en mot de conclusion aussi pour dire qu'il y a un excellent rapport qui présente les différentes méthodes de comptabilité écologique, voilà, du C3D, que vous avez aussi contribué à produire, dans lequel on va retrouver la méthode CARE, mais aussi d'autres. Donc on vous invitera, on mettra ça en ligne sur le site web de Néo Business. Merci pour votre attention. Merci à nos intervenants, on peut les applaudir. Et puis on va passer maintenant à un autre moment. On va se laisser 10 minutes devant nous, 10 minutes, un quart d'heure, et on va passer ensuite à un autre moment qui est un moment de remise de prix, puisqu'on va remettre le cristal des achats. Alors ils sont plusieurs, donc on dit des cristaux, qui sont derrière et qui vont nous permettre justement de saluer des binômes acheteurs-fournisseurs qui essayent à la fois pour le développement régional, mais aussi dans des principes, on va dire, plus RSE orientés, de développer des collaborations locales fructueuses. C'est aussi ça l'objet de ce salon. Donc on va les saluer juste après. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir.